Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment s'organise la circulation du sang dans l'organisme. Ce sont des notions un petit peu fondamentales à comprendre pour mieux comprendre ce qui se passe quand on va dans l'eau, et que l'on plonge, quand tout va bien, mais également ce qui se passe quand il y a accident de plongée. Alors, la circulation du sang, on va parler de tuyauterie. Alors, des tuyaux, on va commencer par ceux qui partent du cœur. Donc les tuyaux qui partent du cœur s'appellent les artères. Ce sont d'abord des gros vaisseaux dont la paroi comporte des fibres musculaires qui peuvent se contracter. Ça fait que le calibre du vaisseau peut se modifier. Et ces parois un petit peu musclées permettent également la transmission d'une onde de pression que l'on sent d'ailleurs quand on prend le pouls par exemple. Alors ces artères ensuite vont se diviser un petit peu comme les branches d'un arbre, à tel point qu'on peut parler d'arbre artériel, donc en artères qui sont plus petites, puis encore plus petites que l'on va appeler des artérioles, et au bout du bout, on va avoir les capillaires, qui sont les vaisseaux tout fins. Capillaire, ça vient du mot cheveux, très très fin, qui vont favoriser du coup un ralentissement très très important de la circulation. Ça c'est bien pour les échanges gazeux. Ils vont avoir eux une paroi toute fine, c'est aussi bien pour les échanges gazeux. Alors, dans les artères, on a des artères un peu particulières. On va faire un petit focus sur les artères principales de l'organisme. Donc ici est représenté le cœur, et vous verrez dans le cours sur le cœur que du ventricule gauche part l'artère principale de l'organisme qui s'appelle l'aorte. En pratique, elle part du ventricule gauche et elle remonte pour passer par-dessus et courir ensuite, redescendre derrière le cœur. Donc on parle là de crosse aortique. Alors, à la racine de l'aorte, donc qui part du ventricule, on a deux artères qui partent très rapidement. Ce sont les artères coronaires. Coronaires comme la couronne qu'elles forment autour du cœur pour aller irriguer le muscle cardiaque. Ensuite, on a cette grosse artère qui est le tronc brachiocéphalique, qui va donner l'artère brachiale droite pour irriguer le bras droit, et l'artère carotide droite pour irriguer le cerveau droit. Ensuite, on a l'artère carotide gauche qui irrigue le cerveau gauche, et puis l'artère brachiale gauche qui irrigue le bras gauche. Et ensuite, l'aorte redescend et elle va encore donner d'autres artères tout au long de sa descente jusqu'en bas de l'abdomen où elle va se diviser en artère iliaque. Alors, ensuite, il y a les tuyaux qui arrivent au cœur. Donc, ce sont les tuyaux qui ramènent le sang vers le cœur. Alors, on va reprendre notre boucle. On était au capillaire. Donc, les échanges gazeux se sont produits. Les capillaires vont se regrouper pour former des petits vaisseaux qui s'appellent les vénules, qui vont se regrouper en vaisseaux plus gros, qui s'appellent les veines. Alors, les veines, elles ont une paroi qui est plus fine, qui est moins musclée que celle des artères, parce qu'elles ont, elles ont moins de fibres musculaires. Et pour éviter que le sang redescende à contre-courant, elles ont un système de valvules, qui sont des valves anti-retour, pour permettre le retour du sang dans un seul sens. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ces vaisseaux, comment sont organisées les circulations sanguines? Il y en a deux, c'est pour ça que j'utilise le pluriel. Alors, il faut commencer par une des deux, tout ça c'est en boucle. Il y a d'abord la grande circulation, ou la circulation systémique. Cette grande circulation, c'est la circulation qui va amener l'oxygène aux organismes et qui va ramener le déchet vers la deuxième circulation pour leur évacuation. Donc, elle va partir du ventricule gauche, aller dans ce gros vaisseau dont on a déjà parlé, qui est l'aorte, donc qui va donner des artères, qui elles-mêmes donnent des artérioles, etc. Ici, en périphérie, les capillaires vont délivrer l'oxygène au tissu de l'organisme, qui en retour vont donner le déchet, le gaz carbonique, dans le système veineux, qui est ramené au cœur droit, donc dans les oreillettes droites. Donc ce circuit-là, c'est le grand circuit, c'est ce qui va irriguer mon pied, ce qui va irriguer mon bras, mon cerveau, c'est la grande circulation. Et ensuite, il y a la petite circulation. Elle va servir au retraitement des déchets, si on veut. Donc,
On part de notre sang riche en gaz carbonique qui part du cœur droit, donc il est éjecté par le ventricule droit par l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire va se diviser en deux artères pulmonaires rapidement, puisqu'on a deux poumons, et ainsi de suite des divisions successives, pour aboutir aux capillaires pulmonaires, où vont avoir lieu les autres échanges gazeux, c'est-à-dire le relargage du gaz carbonique, qui est le déchet de l'organisme, et la captation de l'oxygène. Et ensuite, notre sang riche en oxygène va revenir par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et ce sang-là, riche en oxygène, peut repartir à nouveau dans la grande circulation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant une fois qu'on a dit tout ça quand on va dans l'eau? L'eau va exercer une forme de contention sur toutes les parties molles du corps et qui va entraîner une redistribution du sang. Là, je suis debout. Alors, j'ai beau avoir mes valvules anti-retour au niveau de mon système veineux, le sang va quand même avoir tendance à stagner plus facilement vers les parties basses du fait de la gravité. C'est cette représentation-là. Quand je vais de l'eau jusqu'au diaphragme, voire jusqu'au cou, l'eau va exercer cet effet de contention et va favoriser le retour du sang vers la partie centrale qui est rigide, qui est protégée par la cage thoracique, c'est-à-dire vers la circulation centrale. Donc, c'est ce que l'on appelle la redistribution sanguine centrale, qui est d'environ 1,5 à 1 litre de sang. Alors ça a des conséquences pour l'organisme, c'est que ça fait d'un coup un afflux de sang de plus à pomper pour le cœur, donc plus de travail pour le cœur, et puis ça prend de la place dans la cage thoracique, donc ça fait moins de place pour le poumon pour bouger. Du coup, pour fournir le même service, le poumon aura un effort plus important à faire, donc ça augmente également le travail pour le poumon. Et puis, dernière chose, c'est que nos capteurs de volume sanguin, ils ne sont pas dans nos pieds, ils sont au niveau du cœur. Donc même si c'est une redistribution et que le volume paraît le même, les capteurs de volémie étant là, il va y avoir des mécanismes de régulation qui se mettent en place pour corriger cette hypervolémie relative, et c'est ce qui va provoquer cette diurèse, c'est-à-dire l'envie d'uriner. Donc tout ceci pour dire qu'un effort dans l'eau demande beaucoup plus de travail pour le système cœur-poumon qu'un effort terrestre. Et deuxième chose, c'est que le plongeur, il est déshydraté à la sortie de l'eau du fait de cette diurèse d'immersion. Même si on n'a pas cette sensation de soif, on a perdu 1,5 à 1 litre de liquide par le biais de ses urines. Alors cette diurèse d'immersion, il y a d'autres facteurs qui concourent, qui s'ajoutent à l'immersion. C'est déjà le port de la combinaison néoprène, d'autant plus que celle-ci est serrée ou que celle-ci est épaisse. Elle a aussi un petit effet de contention sur l'organisme qui va dans le même sens que l'effet de la pression hydrostatique. Alors, il ne faut pas pour autant qu'elle soit trop large, sinon elle ne remplit pas son rôle de protection du froid. Il faut qu'elle soit ajustée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop serrée. Et puis le froid en lui-même, il y aura un cours spécifique sur la question, mais quand on a froid, on voit les extrémités qui blanchissent, voire qui pâlissent, voire qui bleuissent. C'est que le calibre des petits vaisseaux des extrémités se rétrécit, donc ça majore encore un peu plus cette redistribution du sang. Alors, quelles conséquences de la diurèse d'immersion? C'est la déshydratation du plongeur, du sportif. Et la déshydratation, elle va favoriser les accidents, les blessures musculaires, mais également les accidents plongés type accident de désaturation. Donc, pour prévenir les accidents, il faut déjà ne pas commencer son activité en étant déshydraté. Et notamment, quand on va au soleil, quand il fait très chaud et qu'on transpire beaucoup, il faut penser à s'hydrater régulièrement avant l'activité. Et la réhydratation, ça se fait avec de l'eau. Et ensuite, après l'activité, il faut également se réhydrater. Là aussi, ça se fait avec de l'eau.
Et dans l'idéal, en fait, chaque plongeur devrait amener sa gourde remplie d'eau. Attention, l'alcool, les boissons sucrées, c'est peut-être bon, ça réconforte, mais ça participe aussi à la déshydratation, donc à consommer avec modération. Je vous remercie.